Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le dropshipping, un modèle e-commerce viable ou éphémère. Source de revenus facile pour les uns, modèle de commerce en ligne discutable pour les autres, le concept de dropshipping est indiscutablement clivant. Comment définir le dropshipping ? Qui peut se lancer dans le dropshipping ? Quelle garantie pour le consommateur utilisant une plateforme de dropshipping ? Enfin, quel avenir pour le dropshipping ? Pour en discuter, deux invités, Romain Lafitte de Digital Native Group, Eric Banez de WebDrop. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, d'un sujet très clivant dans le domaine du e-commerce. On va parler du dropshipping et voir si c'est un modèle e-commerce viable ou éphémère. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le côté obscur de la force du e-commerce, à tel point que j'ai eu du mal à réunir des gens qui faisaient vraiment ce fameux dropshipping. J'ai l'impression que c'est pas, on va pas parler d'une maladie honteuse, mais qu'en gros, on ne se vante pas trop de faire du dropshipping. Et justement, autour de cette table, nous avons deux spécialistes dans deux, milieux de l'e-commerce très distincts. Toi, Romain, qui est plus axé vers le DNVB, mais qui a étudié un petit peu ce qui retournait dans le domaine du dropshipping. Et toi, Eric, qui est le spécialiste du dropshipping sur ce plateau. Oui. Qui vient de sortir d'ailleurs un livre qui est ici et que je remonterai à la fin de l'émission qui s'appelle « Dropshipping, se lancer et réussir en e-commerce » aux éditions Duno. Et donc pour clarifier un petit peu ce qu'est le dropshipping, une première question, comment définir le dropshipping ? Je commence par toi, Romain. Alors moi je vais reprendre quelque chose de notre enfance, ou en tout cas de la mienne. Je vais partir des inconnus et on se rappelle tous du bon et du mauvais chasseur. Oui. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a un bon et un mauvais dropshipping et il ne faut pas caricaturer le dropshipping en disant que tout est mauvais dans le dropshipping. Effectivement, il y a une vraie problématique dans le dropshipping, c'est ce côté plug sur Alipay qui est assez détestable parce que en termes d'éco-responsabilité, on est sur des produits des tout petits produits qui ont quasiment aucune valeur et qui sont shippés depuis l'autre bout du monde. La TVA n'est pas payée, les droits de douane ne sont pas payés. Il y a des arnaques permanentes aux clients avec des produits qui sont des quasi-contrefaçons, etc. Donc là, on a vraiment un dropshipping qui est celui qui n'est pas aimé et qui est peut-être probablement la raison pour laquelle les gens ont du mal à venir s'exprimer. Et après, parce que j'ai des comptes à leur demander. Hein. C'est un consommateur de plateforme dropshipping qui parle. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. et après, il y a ce que je considérais comme le bon dropshipping, qui est finalement celui qui va être éco-responsable, qui peut être en France, ou en tout cas qui va juste permettre à des jeunes sociétés qui n'ont pas forcément les moyens de gérer la logistique, qui n'ont pas forcément les moyens de tout gérer en interne, de se lancer. Je pense à du print on demand, par exemple. Le print on demand peut être fait à Paris, à Lille, enfin dans des villes françaises, donc pour le coup responsable. Et en revanche, peut permettre à une société de faire shipper directement ses produits, de ne pas avoir à gérer les problématiques de logistique et donc de se concentrer sur son corps métier, son core business, qui est le digital et faire du beau produit pour ses clients. Tu peux juste rappeler ce que veut dire le verbe to ship en anglais ? Ah pardon, to ship, c'est envoyer, c'est ça, c'est envoyer. Donc en fait, c'est le dropshipping, et là, Eric sera bien mieux placé que moi pour redéfinir, mais en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est pouvoir rentrer sur une plateforme comme dropshipper et aller faire des commandes à un fournisseur qui, en fonction des ventes que j'aurais réalisées sur cette fameuse plateforme où je me serais plugué, va lui-même, ce fournisseur, envoyer les produits au consommateur final. En fait, le vendeur ne possède pas les stocks et n'envoie pas le produit. Et donc, ça peut être, par exemple, je pense à une société à l'époque qui s'appelait The Tops, qui a été montée par Vincent Redrado. Et cette société, elle réunissait des jeunes créateurs
et ces jeunes créateurs envoyaient directement. Et donc en fait, The Tops permettait de mettre en relation des jeunes créateurs qui n'étaient pas connus et leur donner un renom. Et donc ça, pour le coup, on est sur quelque chose de très positif qui donnait vraiment une valeur à des jeunes créateurs qui n'avaient pas forcément les moyens de se lancer seuls sur le digital qu'ils ne maîtrisaient pas, mais en revanche qui faisaient des super beaux produits français et faits maison. Merci Romain. Eric alors, une définition plus académique peut-être ? La définition, pour moi, elle est très simple. En gros, c'est de monter un site e-commerce ou même déjà un site e-commerce qui existe, qui est déjà lancé. Et il va mettre en vente des produits, mais qu'il n'a pas en stock. Donc, c'est ce qu'on a dit et c'est ce que vous venez de dire. Et le fournisseur va envoyer le produit. Entre le bon et le mauvais dropshipping, ça va être où est le fournisseur ? Est-ce qu'il a passé déjà les douanes européennes ? Donc, est-ce que les produits ont été contrôlés, voir s'ils sont aux normes, des vraies normes, pas juste une étiquette avec écrit CE. Donc, il y a une vraie vérification. Moi, je prône le bon dropshipping. Il y a Dropeasy, le créateur de Dropeasy, qui est WheezyShop, qui est une plateforme comme Shopify qui permet de lancer une nouvelle boutique et d'avoir une formation. Il a parlé de trust shipping. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'en disant que nous, en fait, en France, on va faire plutôt du trust shipping et prôner en fait, juste un système logistique. Ce n'est pas une personne qui se lance en e-commerce. Il a le choix, il a 3 choix. Premier choix, c'est d'acheter du stock et stocker chez lui. Deuxième choix, c'est d'acheter du stock et stocker chez un logisticien qui va faire son boulot après et mieux le faire peut-être qu'un e-commerçant qui ne connaît pas forcément la logistique. Et le troisième choix, c'est d'aller sur des fournisseurs qui ont déjà le stock, qui font déjà des envois et qui vont envoyer aux clients finaux. En gros, voilà. En gros, tout ce qui est... Alors, quand même, je reprends le terme que tu as pris, trust shipping. Et notamment, dans ce que j'entends sur trust shipping, c'est notamment le fait que les produits aient plutôt été faits en Europe, on va dire plutôt en France, et pas à l'autre bout du monde. Ouais. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas forcément la fabrication. D'accord. J'ai du mal... Ou la livraison. Voilà, non, c'est de dire que, en fait, livraison. Voilà, c'est un distributeur, un fournisseur, un grossiste, n'importe qui va passer une commande sur une usine en Chine, où il aura contrôlé l'usine, voir que les produits sont de qualité, parce qu'il va commander une grosse quantité, et lui, il va vraiment miser de l'argent sur ce produit. Et après, passer la douane, donc il y a un dédouanement qui est fait, parce qu'on achète, en fait, sur AliExpress, ce que tu disais, de prendre un module Oberlo et d'acheter sur AliExpress, les produits, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont hors taxe. Oui. Donc, quand ça passe la douane, mais comme il n'y a qu'une unité, les douaniers ne vont pas arrêter chaque colis, l'ouvrir, vérifier la valeur du produit. Mais du coup, des fois, le client final peut avoir à payer la TVA, donc des frais de douane. Et surprise. Si on passe par un fournisseur français, il va dédouaner toute sa marchandise, payer la TVA et après revendre les produits. Merci Eric et merci Romain aussi pour l'ensemble de ces définitions, ou en tout cas l'ensemble de ces points qui permettent de définir le dropshipping. Deuxième question, qui peut se lancer dans le dropshipping ? Romain. Comme ça, premier abord, j'ai envie de dire tout le monde. Aujourd'hui, le dropshipping, vous avez des formations sur Internet qu'on peut retrouver absolument partout. C'est incroyable. Et c'est vrai, c'est incroyable. On a l'impression qu'on peut devenir chef d'entreprise du jour au lendemain. Enfin, je ferme la parenthèse. Il y a un business du rêve qui a été fait autour de ça. Ah oui, avec certaines personnes qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ce système de dropshipping et qui aujourd'hui, justement, prônent un rêve en disant « je l'ai fait, vous pouvez le faire ». Des photos devant une Ferrari, on a vu beaucoup de pubs de ce type-là. Exactement. Et donc aujourd'hui, le dropshipping est démocratisé à travers ces formations qui sont très accessibles. Aujourd'hui, comme tu le disais, on trouve des plugins faciles qui nous permettent de se poser sur Alipay et derrière de créer sa propre entreprise de dropshipping. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire tout le monde. Mais moi, la question, à mon sens, c'est qui peut réussir ? Et c'est là qu'il y a une vraie nuance. C'est que finalement, on peut tenter. Maintenant, le fait de réussir, il faut avoir des bases très solides en marketing digital. Les coûts d'acquisition sont de plus en plus compliqués à gérer. Et donc, vraiment, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est dans quelle mesure, à partir du moment où je me suis plugué, je peux réussir à avoir des marges qui vont être suffisamment intéressantes pour en vivre. Et je peux réussir à sortir du lot, parce que comme beaucoup de gens le font, et qu'aujourd'hui, quand on fait du dropshipping, on va aussi se retrouver face à des places de marché. On parlera peut-être d'Amazon, de ces discounts, qui ont des budgets là-dessus très importants. Et donc, il faut réussir à se positionner. Et c'est là qu'il faut être filou, il faut être bon.
Et donc, les personnes qui peuvent réussir sont des gens qui ont vraiment un background et des grosses qualités en digital et en marketing digital. Encore faut-il aussi que ces personnes continuent à se former tout au long de leur activité. C'est quand même le secret, de toute façon, de tous ceux qui se lancent dans le marketing digital au sens large. Merci Romain. Eric, qui peut se lancer dans le dropshipping? Alors moi, avec WebDrop, j'ai identifié 3 types de clients. Il y a le client... Quand tu dis client, c'est ceux de mes clients, donc des gens qui vont se lancer. Voilà, c'est-à-dire que pour se lancer dans le dropshipping, je peux me connecter à ta plateforme. Oui. Voilà, je dis n'importe quoi, mais je veux avoir un revenu complémentaire ou je veux me lancer à 100% dans l'e-commerce. J'ai pas de stock, je veux faire du dropshipping, je me plug sur WebDrop, oui. Sur WebDrop. Et donc, alors du coup, il y a le client qui va se former, mais qui va se former plus au e-commerce. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. C'est pas une formation à dire vous allez devenir millionnaire et rouler en Porsche demain. C'est effectivement pas ce qu'il y a écrit. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est de dire c'est un vrai métier, c'est un métier d'e-commerçant. C'est juste qu'on enlève les stocks. Donc du coup, le client qui veut lancer un e-commerce, soit il s'y connaît déjà, comme tu disais Romain, soit il va se former au SEO, au SEA, toutes les techniques d'acquisition classiques du e-commerce. Il y a le deuxième type de client, enfin de e-commerçant, qui a déjà un e-commerce qui est lancé et qui veut tester même une nouvelle catégorie de produits. Il n'a pas forcément envie de prendre de risques, d'acheter du stock, il va juste grossir son offre, tester des produits, les tester en dropshipping, peut-être en gros les marges ça tourne entre 20 et 50%, mais pour les catégories de produits comme les bijoux, il y a vraiment beaucoup de marge. Mais donc du coup, il peut tester avec des marges réduites et après s'acheter du stock en disant ce produit marche bien, on va acheter un petit peu de stock et après tourner avec le dropshipping quand on est en rupture de stock. Ça permet aussi d'équilibrer. Par exemple, je dis n'importe quoi, je vends des téléphones et je vais essayer de vendre des coques en plus pour voir si ça fonctionne et je vais faire du dropshipping bien que je vende du téléphone ou l'inverse. L'inverse plutôt. Parce que comme le téléphone, il n'y a pas de marge. C'est spécialiste. Ouais, comme le téléphone, il n'y a pas du tout de marge, il vaut mieux déléguer. Enfin, il n'y a pas de marge et en plus ça coûte cher d'acheter du stock en téléphone. Et après vendre les coques qu'on achète peut-être 10 centimes en Chine, mais où on achète tout, on le déclare à la douane, on récupère le stock et après on les revend avec une marge. Et le troisième type, ça va être ceux qui ont déjà du trafic. Donc ceux qui ont déjà du trafic, ça va être un blog par exemple, qui veut monétiser son audience. Un blog maintenant monétise son audience avec du CPC ou du CPM. Ouais. Et là on va le monétiser avec du CPL, donc du coût par lead. Chaque fois qu'il va vendre un produit, il va toucher entre 20 et 50%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est une sorte de retour en source ou retour en arrière. Je m'explique. Il se trouve que pour ma part, j'ai beaucoup travaillé, j'ai longtemps travaillé dans le monde des médias, dans la presse, sur un très grand portail Microsoft en l'occurrence, mais j'ai eu l'occasion de voir pas mal de médias qui, à une époque, dans les années 2000, voulaient faire ce qu'on appelait des espaces shopping. Mais en fait, ces espaces ne leur appartenaient pas, c'était des systèmes d'affiliation où en fait ils pluguaient une sorte de magasin virtuel dans lequel ils pouvaient faire du revenu additionnel. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, un média qui aurait du trafic en audience pourrait se mettre à faire du dropshipping en choisissant bien ses produits et ses partenaires en tous les cas et faire du revenu additionnel, c'est ce que tu dis. Exactement. Ouais. Ça peut être à grande échelle en termes de revenus ? Ça peut être à très grande échelle. C'est-à-dire qu'après, il faut aller chercher des fournisseurs qui ont les reins solides, parce qu'on ne va pas prendre un petit fournisseur pour un site comme Le Figaro, par exemple, qui va vendre des produits, parce qu'on sait qu'il va en vendre des milliers. Les gens du Figaro, etc. Donc, est-ce que ça... un exemple au hasard. Non, mais on a plein d'autres médias dans le monde de la presse, Prisma, etc. C'était d'ailleurs beaucoup d'acteurs dans le monde de la presse qui faisaient ça au début des années 2000. On peut dire qu'aujourd'hui, ils pourraient, avec le dropshipping, faire un revenu complémentaire assez intéressant. Il y en a déjà qui le font. J'espère qu'ils m'en voudront pas si je le dis, mais on peut citer qui Rustica, oui, donc Cambium Media, leur régie publicitaire. Voilà. Ils le font déjà, ils ont déjà une boutique où ils ont des fournisseurs en dropshipping et ils poussent un tout petit peu sur le blog, ils sont en train de tester et de voir un peu les retours. Et donc du coup, nous, on essaie de leur trouver après des fournisseurs sérieux qui peuvent après alimenter la base. Donc voilà, il y a 3 types un peu pour se lancer dans le dropshipping. Donc si je retiens bien les trois types d'acteurs qui se lancent dans le dropshipping, il y a le débutant, un particulier qui veut se lancer. Exactement. Il y a l'e-commerçant qui a déjà
un cœur de métier, mais qui veut pourvoir, pourquoi pas tester une diversification possible. Et le troisième cas possible, c'est un site qui a déjà de l'audience, ça peut être un blog, ça peut être un média, et qui souhaite faire du revenu additionnel. C'est les trois types d'acteurs qui peuvent se lancer dans le dropshipping. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question. Oui, Romain, au vas-y. sujet du deuxième, parce que le deuxième, c'est-à-dire l'e-commerçant qui veut se diversifier. Diversifier sa gamme. Moi, j'ai un tout petit problème avec ce sujet-là, c'est l'irréputation. Et c'est qu'en fait, la chose qui m'embête un petit peu dans le dropshipping, et je pense que tu vas me contredire là-dessus, ou en tout cas que tu vas m'expliquer que je n'ai pas forcément de raison parce que je ne suis pas serein quand je dis ça, mais c'est qu'en fait, comme on ne maîtrise pas la logistique, à partir du moment où il y a un problème sur l'envoi, l'arrivée, le client va venir se plaindre à moi parce que moi j'étais l'entreprise faciale qui connaît, et moi en fait il faut que j'arrive à retrouver l'information auprès d'une troisième personne, et donc je mets en risque mon irréputation, sachant que c'est pas moi qui gère la logistique. En fait, tu es en train d'anticiper ma troisième question. Mais non, pas du tout. Tu fais une bonne transition, puisque derrière cette notion d'irréputation, c'est effectivement une troisième question. Quelle garantie pour le consommateur utilisant une plateforme dropshipping? Vers qui il va s'adresser? Ça rejoint un peu. Est-ce qu'il va s'adresser? On parlait de Rustica ou du Figaro tout à l'heure. Est-ce qu'il va s'adresser? Il va s'adresser à eux de toute façon. Et en gros, quelle est la garantie à la fois pour le consommateur, mais également soit pour l'e-commerçant ou soit pour le producteur de contenu à forte audience qui a intégré une plateforme de dropshipping? Pour moi, aujourd'hui, c'est un problème pour la marque. En tout cas, pour le consommateur, lui sait à qui il va aller s'adresser, puisqu'il a une société en face qui lui a, en tout cas, vendu le produit. C'est pas celle qui l'a shippé, enfin qui l'a envoyé, pardon, mais c'est celle qui l'a vendu. Donc lui, a priori, va aller se plaindre, se retourner vers cette société qui, elle, met en risque, surtout quand on est une société avec une belle assise, qui a déjà pas mal de produits, et on risque de mettre en risque son irréputation alors qu'on avait déjà assis quelque chose de bien. Et ça, pour moi, c'est un premier problème. En ce qui concerne, pour moi, le risque en termes pour le consommateur, aujourd'hui, je pense que c'est une question d'éducation qui est en train d'ailleurs de se faire de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'y a pas grand-chose pour le protéger, si ce n'est que sur les sites internet, quand on fouille un petit peu, on est obligé d'aller voir les mentions. On a les mentions légales, on a un certain nombre d'informations qui peuvent nous donner des petites idées. En tant que consommateur ancien et consommateur sur des plateformes de dropshipping, sans le savoir en fait, à l'époque, ça coûte cher la formation. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent et malheureusement on a moi en tout cas j'ai eu une mauvaise expérience, surtout sur des produits high-tech. C'est moins vrai sur des produits à moins forte valeur, en tout cas aux yeux du consommateur final. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette question, vers qui je me tourne si je me fais arnaquer, quoi. C'est souvent vers les sociétés qui, d'ailleurs, pour des problématiques d'irréputation, parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de personnes qui se plaignent que moi, quand j'achète quelque chose sur Internet, quand je ne connais pas le site, je vais aller regarder son irréputation, je vais essayer de regarder sur Google ce que les gens disent, etc. Et à partir de ce moment-là, s'ils ont des notes catastrophiques, ils vont perdre un drop de chiffre d'affaires énorme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ferment et ils réouvrent sous un autre nom. Et donc, je me fais encore l'avocat du diable, en tant que consommateur que j'ai été. Après, Eric, tu vois, je note tout. C'est une sorte de consommateur frustré qui a la possibilité de profiter de cet espace, ça tombe bien, c'est le mien, pour pouvoir exprimer sa frustration. C'est que je comprends tout à fait le fait que tu dises on va regarder quelle est sa note, son e-réputation, etc. Moi, mes expériences de dropshipping, ça a été sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur Facebook, où effectivement, j'ai énormément de vidéos qui apparaissent et tu vois des likes, en veux-tu, en voilà, tu vois que des j'adore, des sourires, etc. Un nombre de commentaires, tu les lis, c'est en anglais pour la plupart du temps, mais ça va, je maîtrise la langue de Shakespeare, où tu vois que les gens sont plutôt satisfaits, donc tu dis cool, j'achète. Et malheureusement, ça se passe pas bien. Et derrière, quand ça se passe mal, tu ne sais pas vers qui te retourner. Et là, dans ces cas-là, Eric, peux-tu répondre à notre frustration? Je dis note parce que Romain j'ai la même un peu. Là, pour le coup, il y a deux points différents. Donc déjà, il y a la sécurité pour le e-commerçant qui veut grossir son offre. Et du coup, en fait, c'est juste de trouver des bons fournisseurs. Il n'est pas obligé de passer par des plateformes comme la mienne ni rien. Nous, notre plateforme, c'est juste de synchroniser un fournisseur avec un revendeur. Donc du coup, on peut après développer que pour lui et donc trouver des vrais fournisseurs, des bons fournisseurs. Donc nous, les fournisseurs, à chaque fois qu'on signe un fournisseur, par exemple, on a un contrat.
dans ce contrat, il Ce s'engage. fournisseur, il peut être en France ou à en l'autre bout France. du monde. Nous, on travaille que pour la France, avec la France. D'accord, ok. Avec la France ou l'Europe. Mm. Et donc, du coup, nous, il s'engage à livrer le client. Il n'y a pas de pénalité parce qu'on ne va pas, comme dans la grande distribution, mettre des pénalités parce que déjà, c'est dur de trouver des fournisseurs qui veulent faire du dropshipping. Donc, on ne va pas rajouter d'autres barrières. Mais il s'engage quand même à travailler de manière sérieuse. Si jamais il y a un client qui n'est pas satisfait, on va se retourner vers le fournisseur, dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il n'a pas été livré. Ça peut être la poste, ça peut être plein de facteurs différents. Si au bout d'un moment, on se rend compte que le fournisseur ne fait pas le job, il y a juste à changer de fournisseur. Et donc du coup, le e-commerçant, il peut très bien, en fait, juste avoir 2-3 clients qui sont insatisfaits si jamais le fournisseur ne fait pas le job. Après, il y a des tests. En plus de l'accepter, on peut tester l'envoi, la réception, savoir s'il envoie avec un colis bien en marque blanche, savoir s'il est bien emballé. Donc du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place pour se protéger. En tant que-commerçant. Ouais, mais c'est surtout le consommateur. Et après, juste peut-être un petit point sur des périodes de forte affluence. Noël. Je sais que moi je l'ai vu sur certaines marques qui ont eu des problématiques à Noël parce qu'il y avait tellement de commandes, etc., que les fournisseurs, même si c'était des bons fournisseurs et qu'ils avaient fait en sorte que tout se passe bien, etc., ils n'avaient malheureusement pas forcément la bande passante pour pouvoir délivrer suffisamment bien. Et la personne qui en pâtit, c'est pas le fournisseur, c'est la marque elle-même. Après, là, c'est des cas particuliers. Exactement. Et après, il vaut mieux, quand on est un gros site, par exemple, il faut aller aussi aller voir le fournisseur, regarder sa capacité de logistique, voir son organisation. Après, il faut pousser un petit peu plus. Ah, d'accord. Alors, tout ce qu'on vient de dire justement sur cette troisième question autour de la garantie pour le consommateur. Là, c'est pas le consommateur, là, c'est le commerçant. Là. Ouais, mais quand même, parce que c'était quand même le sens de la question, c'était d'abord le consommateur. Sauf si tu as d'autres choses à dire sur le consommateur. Voilà, je vais parler du consommateur. Très important et assez rapidement, mais très important. Et en préparant cette émission, tu m'as annoncé des choses que je ne savais pas moi en tant que consommateur. Mais je te laisse les dire. Je pense notamment à PayPal, notamment par exemple, qui se porte garant si les produits ne sont pas livrés. Mais je te laisse expliquer cette subtilité qui est inconnue de beaucoup de consommateurs. Déjà, tous les consommateurs qui achètent un produit sur Internet ont un délai de rétractation de 14 jours. Donc là, c'est pour ça qu'on voyait le bon dropshipping et le mauvais. On va rester sur le bon et on va écarter le mauvais parce que là-dessus, c'est une catastrophe. Donc, il a un délai de rétractation de 14 jours. Donc, il peut renvoyer le produit. Souvent, c'est à sa charge parce que la loi n'oblige pas le e-commerçant, pas comme un SAV, à envoyer un bon de retour ou à rembourser les frais de port. Donc, il renvoie à sa charge en disant le produit ne me convient pas. Il y a quand même des conditions. Il ne faut pas que le produit soit utilisé. Bien sûr, il faut qu'il soit revendable. Donc, il faut aussi un blister, il ne faut pas qu'il soit ouvert. Donc, il y a pas mal de trucs à regarder. Donc, que ça soit sur un fournisseur en dropshipping, va récupérer le délai de rétractation. Il n'est pas obligé en B2B. Mais nous, on le négocie. Parce qu'on dit, un e-commerçant, il ne va pas récupérer une marchandise qu'il n'a jamais eue en stock et il ne va pas se remettre à le revendre. Donc, il faut vérifier que le fournisseur accepte le délai de rétractation. Dans ce cas-là, il n'y a plus de souci. Le client, il renvoie directement à l'entrepôt. Donc, ça veut dire que c'est au drop shipper, si je puis m'exprimer ainsi, de s'assurer que le fournisseur va jouer le jeu si le client n'est pas satisfait. Très bien. Premier point, deuxième point. Oui, non, mais c'était SAV. Toujours sur le SAV, etc. SAV. Je te laisse continuer. Le SAV, c'est un autre point. Le SAV, c'est un autre point. Donc, si on reçoit un produit défectueux, on a 2 ans et il y a un SAV de marque et un SAV de fournisseur. Et donc, du coup, là, les SAV, le fournisseur est obligé d'accepter les SAV. Eric, suite à ce que nous venons d'échanger ensemble, j'ai une sorte d'appel à lancer au marché du dropshipping. Tu évoquais tout à l'heure la notion de trust shipping. Pourquoi il n'y aurait pas une sorte de label qui permettrait aux consommateurs de savoir à peu près là où il met les pieds et de créer une sorte de label trust shipping dans le domaine du dropshipping? C'est un vœu pieux? Pour le consommateur final, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Et pourquoi? C'est plus le consommateur final, il faut juste qu'il vérifie, comme on avait dit tout à l'heure, les mentions légales, etc. Mais de voir qu'il ne se fait pas arnaquer sur le produit. Mais que ça soit le fournisseur ou le e-commerçant qui l'envoie, pour le consommateur final, normalement, c'est exactement pareil. C'est même mieux des fois si c'est le fournisseur, parce que c'est un expert en logistique, et il va l'envoyer sûrement plus rapidement qu'un e-commerçant parce qu'il y a des e-commerçants qui sont énormes,
Mais il y a des petits où ils ont tout dans leur garage, hein, et il y en a beaucoup, et il y en a énormément, et heureusement, parce que c'est très très bien, mais qui ont des stocks et qui sont tout seuls à gérer leur e-commerce. Donc pour moi, le dropshipping, ce serait de communiquer sur quelque chose que le consommateur final, à la fin, ne voit pas. C'est plus le bad shipping. D'accord. Faites attention, là, c'est des produits chinois qui coûtent 10 centimes, comme tu disais tout à l'heure, Romain. Les AirPods, quand ils sont vendus 60 €, alors que les vrais AirPods sont vendus 139 ou 129, on sait très bien que c'est des faux. Et s'ils vont regarder sur Wish, ils vont les trouver à 9 €. Donc ça, je trouve que les clients, Il y a maintenant, déjà les une clients, éducation ils sont à quand même faire du éduqués. côté des clients. Voilà. Alors justement, Peut-être qu'il y a aussi Avis Vérifié Romain. qui pourrait aider. qui Avis Vérifié, qui lui, pour le coup, ne permet de laisser un commentaire que si le produit a été acheté, et donc d'avoir que des commentaires vraiment de consommateurs et pas des commentaires raison de de dire robots ça. qui permettent d'avoir 50 très bons avis. Avis Vérifié, au moins, va donner une vraie valeur sur le produit. Tu as raison de dire ça, je rebondis 2 secondes. très rapidement. Parce que sur Shopify, en fait, les formations disaient mettez des faux avis sur vos produits, et ça a été banni. En fait, Shopify, Waouh. ils se sont fait vraiment engueuler. D'accord. Parce que c'est interdit. C'est interdit de mettre des faux avis, et c'est. D'accord. Alors justement, on en arrive à notre dernière question qui est quel avenir pour le dropshipping? Et la notion de confiance quand même pour moi, hein, elle est quand même clé pour que ceux qui se lancent dans le dropshipping, vis-à-vis également en termes de rapport avec leurs fournisseurs, mais également vis-à-vis du rapport qu'ils peuvent avoir avec le consommateur final, la notion de confiance est assez importante. Mais ce n'est pas peut-être la seule notion qui est importante pour assurer l'avenir du dropshipping. Pour toi, Romain, c'est quoi l'avenir du dropshipping? Si on se concentre sur le bon côté du dropshipping, hein, parce que le mauvais côté, l'avenir, de toute façon, il y aura toujours des entourloupes, des arnaques, ça fait partie malheureusement, des humains, on est comme ça, on essaye, on tente. Mais sur le bon côté, moi je pense qu'il y a un véritable avenir, puisque comme je le disais au début, je pense que c'est vraiment une rampe de lancement pour des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité forcément de gérer l'intégralité, comme tu disais. Moi j'ai des amis qui se retrouvent dans leur garage avec énormément de produits, des stocks qui en plus ont malheureusement coulé une société qui peut-être était prometteuse, mais à cause de leur stock. Et aujourd'hui, c'est une bonne rampe de lancement. Et si on le prend sous cet axe-là, je pense qu'il y a des choses à faire. Le print on demand, par exemple, est quelque chose qui marche très bien aussi et qui est fiable. Et Tu peux rappeler ce que c'est que le print on demand, c'est juste vous commandez et moi je vous l'imprime et je vous l'envoie. Et donc en fait, c'est une forme de dropshipping puisque je vais moi commander un t-shirt avec marqué quelque chose. Ok. Ce t-shirt va être envoyé directement à moi en tant que marque qui vous vend le t-shirt, société qui vend le t-shirt, je vais envoyer directement la demande à mon fournisseur. Le fournisseur va l'imprimer sur demande et vous l'envoyez. D'accord. Et ça, pour le coup, ça permet de limiter les intermédiaires, donc d'avoir des prix plus intéressants pour le consommateur final aussi, et c'est quand même finalement aussi un objectif pour tout le monde. Et donc, moi je pense qu'il y a quand même un avenir qu'il va juste falloir régulariser et que l'éducation dont tu parlais et dont on parlait tout à l'heure, notamment regarder les mentions légales, essayer de regarder le trust, la confiance, les vérifier, etc., vont faire qu'à terme, ça va un peu s'assainir et qu'on aura plus de belles sociétés qui se développeront grâce à ça. Merci Romain. Eric, quel avenir pour le dropshipping? Je suis totalement d'accord avec Romain, parce que moi, c'est ma société WebDrop, on fait du dropshipping avec des fournisseurs français ou en Allemagne ou n'importe où, mais proches du consommateur. Donc, en fait, c'est juste de dire on va centrer le consommateur quand même, c'est lui le plus important, il faut qu'il soit satisfait. Devenir plus client-centric dans les réflexions? Et moi, je suis déjà, depuis 4 ans avec ma société, en disant à mes clients, donc des e-commerçants qui vont se lancer, ça va être plus simple pour vous, parce que vous avez moins de marge. Mais c'est des clients qui vont revenir, c'est pas des clients qui vont mettre un mauvais avis en disant j'ai jamais reçu le colis ou le produit a été cassé. Donc du coup, c'est de fidéliser aussi. Donc c'est vraiment de faire du vrai e-commerce, mais juste de ne pas avoir de stock. Pour moi, ça, c'est même pas le futur. Hein, c'est déjà demain. C'est déjà ce qui se passe, quoi. Ouais. Très bien, Romain. Merci, Romain. Merci, Eric. Merci. Et je rappelle le livre que tu as écrit, donc, qui s'appelle Dropshipping. Se lancer et réussir en e-commerce, c'est un petit peu les propos qu'on a tenus aujourd'hui pour dire que, certes, le dropshipping pouvait être dans certains cas controversé, mais qu'il ne faut pas oublier un élément clé, c'est que ça permet à un certain nombre de personnes de se lancer dans le e-commerce sans détenir de stock. Et ça, c'est quand même un peu, et même très magique. Voilà, donc merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur le phénomène du dropshipping.
Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le dropshipping est avant tout un système permettant de réduire considérablement les aspects logistiques des e-commerçants qui souhaitent se lancer. 2. La formation en amont sur le dropshipping est clé pour en faire un succès et non un feu de paille. 3. L'e-réputation, la confiance, le service après-vente sont les principaux points faibles qui font que le dropshipping suscite encore des interrogations. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Updown.